Pourquoi laisse-t-on les usines fermées les unes après les autres pour cause de délocalisation? Je me rappelle quand même que M. Montebourg, quand il est arrivé au pouvoir, au semblant de pouvoir, après l'élection de M. Hollande en 2012, avait été nommé ministre du redressement productif. Il nous avait dit je vais lutter contre les délocalisations. On va voir ce qu'on va voir. On a vu. Il n'y a jamais eu autant de délocalisations. Il n'y a jamais eu autant de délocalisations. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un article qui s'appelle l'article 63 du TFU qui porte sur les capitaux et les paiements et qui dit dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? Ben, ça veut dire, alors là aussi j'ai besoin de vous expliquer ce qui se passe. Alors avant, qu'est-ce qui se passait? Quand je dis avant, c'est sous la 4ème République et sous les débuts de la 5e, sous le Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en première manière, jusqu'en 92, jusqu'au traité de Maastricht. Mais avant, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. Ça veut dire que si une entreprise voulait créer une usine à l'étranger, elle devait passer par toute une série de contrôles administratifs. Déjà, ça dissuadait énormément d'entreprises de le faire. Mais quand une entreprise voulait décidément le faire, elle devait aller au ministère des Finances. Je prends l'exemple de Peugeot qui veut créer dans les années 70 une usine de fabrication de 504 en Iran, avec son partenaire Iran Khodro, pour une usine qui va se situer dans la banlieue de Téhéran. Il faut sortir des milliards de francs. Le contrôle d'échange interdit de le faire sans autorisation expresse de l'État. Donc, les dirigeants de Peugeot vont au ministère des Finances, direction du Trésor, et expliquent leur projet. Et à l'époque, on examine le projet, parce qu'un contrôle, c'est un contrôle, ce n'est pas une interdiction. Ça peut être oui ou ça peut être non. Alors les fonctionnaires vont regarder. Premièrement, est-ce que c'est bon pour Peugeot? A priori, oui, c'est Peugeot qui propose le projet. Mais enfin, on va quand même regarder, on va comparer avec leurs comptes, leur bilan. Est-ce que c'est bien raisonnable? A priori, c'est bon. Peugeot veut prendre pied dans un marché qu'il va créer, un marché automobile nouveau en Iran. Deuxièmement, est-ce que c'est bon pour l'Iran? A priori, oui, puisque le gouvernement de Téhéran a donné son accord. Et c'est assez normal, parce qu'un pays en voie de développement, qui n'a pas d'industrie automobile, dans les années 70, préfère voir une usine automobile se construire sur son sol, fût-elle sous capitaux étrangers, que de ne pas avoir d'usine du tout. Parce que cette usine, elle va créer de la valeur ajoutée, il va y avoir des ouvriers, des agents, des agents techniques, des cadres, etc., qui vont se former, on va avoir des salaires, la production de valeur ajoutée, un début d'industrialisation. Donc l'Iran, c'est bon pour l'Iran. Troisièmement, est-ce que c'est bon pour la France? Ben oui, c'est bon pour la France. Parce que la France a des liens d'amitié avec l'Iran qui remontent à loin. Maintenant, si on a des voitures françaises Peugeot qui commencent à être fabriquées en Iran et circuler sur les routes de l'Iran, ça va donner à notre pays un rayonnement industriel. On va avoir des ingénieurs qui vont aller à Sochaux, Montbéliard, qui vont apprendre le français, qui vont se former à des fabrications françaises. On va avoir des garagistes qui vont, à travers tout l'Iran, commencer à s'intéresser à la mécanique d'une voiture automobile française. On va avoir des gamins dans les rues qui ont 9 ans, 10 ans, qui vont se dire « Ah, quand je serai grand, j'aurai une voiture française. » Et puis ces voitures, elles vont être fabriquées, puis elles vont être distribuées. Elles vont vendues en Irak, en Afghanistan. On est dans les années 70. Donc c'est bon pour la France, pour le rayonnement, le prestige industriel de la France, le développement de la langue française. C'est bon pour Peugeot, c'est bon pour l'Iran, c'est bon pour la France. Quatrième et dernier point, et quid pour les ouvriers français et pour l'emploi en France? C'est bon ou c'est mauvais? Eh bien, c'est bon. Et pourquoi c'est bon? Parce que les voitures qui vont être fabriquées à des très très bas coûts sur place ne peuvent pas être réimportées en France. Parce que nous sommes maîtres de notre commerce extérieur, parce que ces voitures sont destinées à un marché local qui est nouveau. Donc il n'y a pas de concurrence avec la production en France. Mieux encore, il va falloir envoyer des pièces détachées à la filiale qu'on construit en Iran, et donc on va embaucher en France des ouvriers qui vont fabriquer des pièces détachées. Ça va créer de l'emploi. C'est bon pour Peugeot, c'est bon pour l'Iran, c'est bon pour la France, c'est bon pour les ouvriers français. Bingo, on dit oui. Mais
que l'un de ces éléments n'ait pas été bon, on disait non. Par exemple, si Renault avait dit « je vais créer une usine en Slovaquie pour fabriquer des voitures avec des coûts très bas de salaire et de charges sociales, pour ensuite importer ces voitures en France et les vendre en France en faisant un profit maximal, parce que je ne serais pas soumis aux charges sociales en France et aux salaires français », alors à l'époque, on aurait dit non, parce que c'était directement la destruction de l'emploi en France. Voilà. Eh bien, c'est ça qu'a fait voler en éclats l'article 63 du TEFU. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux sont interdites, c'est-à-dire que désormais, Peugeot peut aller s'installer en Chine, à Wuhan, pour y construire une usine automobile. En quoi d'ailleurs, j'y suis allé avec Jacques Chirac, en quoi d'ailleurs ils ont eu raison, parce que ces voitures ne sont pas importées en France, c'est pour irriguer le marché chinois. Donc nous, moi je ne suis pas hostile toujours à ce genre de choses. Mais en revanche, lorsque Renault effectivement s'est installé en Slovaquie, ils ont pu le faire. Eh bien, ça directement nuit à l'emploi en France. Le résultat de cette belle politique, si je dis belle de façon ironique, de cette politique est le suivant. La destruction de l'industrie française. Ici, vous avez une carte. Une carte de France, c'est l'industrie en 1968. C'est d'ailleurs, à l'époque, les grands endroits où il y a beaucoup d'industrie en France. La vallée de la Seine, les raffineries, les mines dans le nord de la France, la sidérurgie en Moselle, en Meurthe-et-Moselle. Vous avez ici Peugeot, justement, à Sochaux, Montbéliard. Vous avez ici le Creusot. Vous allez à la vallée du Rhône. Vous avez notamment, justement, là où nous sommes, à Grenoble. Vous avez à Lyon, etc. Vous avez toute une France industrielle. Avec donc, à chaque fois que c'est marron, c'est plus que orange, c'est plus de 50% des salariés français qui travaillent dans le domaine de l'industrie. Alors ça, c'est en 1968. C'est une carte qui est tirée du livre Le mystère français d'Hervé Lebras et Emmanuel Todd, publié en 2013. Ça, c'est l'industrie française en 1968. Et 40 ans après, c'est l'industrie française en 2008. On dirait un peu, pour ceux que ça intéresse, vous savez, la mer d'Aral, aux confins de le Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, qui s'est évaporée. Vous voyez que nous allons vers la fin de l'industrie. Alors certains pourront dire, et ils auront raison, qu'il faut un petit peu nuancer cette carte en faisant remarquer qu'il y a depuis 40 ans, au cours des 40 années, c'est en 2008, 2017, c'est bien pire encore. Ils feront remarquer qu'il y a des professions nouvelles, notamment dans l'informatique, qui se sont développées, que le secteur tertiaire s'est beaucoup développé, qu'il y a de la robotisation qui est arrivée. Ils feront remarquer qu'il y a du secteur quaternaire, paraît-il, avec les activités virtuelles, les jeux vidéo et autres. Ils n'auront pas tort. Mais ils n'auront pas totalement raison non plus, parce que la réalité, c'est qu'en fait, la France a perdu une usine, à peu près par jour ouvrable, depuis 15 ans. Qu'on a perdu pratiquement 40% de l'emploi manufacturier en France. Et qu'est-ce qui fait que la France est un pays riche? Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Qu'est-ce qui fait qu'un pays est riche? Ce n'est pas donné de toute éternité qu'un pays soit riche.